Big Rusty, c'est officiel, ça y est, c'était attendu évidemment, hein, le Bellator est désormais la propriété du PFL. On va voir ce que ça va engendrer, pourquoi c'est un énorme move potentiellement dans le monde du MMA, puisque c'est vraisemblablement numéro 1 dans le classement des plus grandes organisations de l'UFC, numéro 2 selon toute vraisemblance c'était le PFL, et puis numéro 3 ou 4 hein, en fonction de la position du ONE FC, c'était Bellator ou One, ça se tirait un petit peu la bourre, mais là donc il y a le numéro 2 et le numéro 3-4 qui désormais vont évoluer ensemble dans les prochaines années. On va voir tout ça avec Big Rusty. Évidemment, gros move pour l'organisation, gros move parce que l'UFC va peut-être enfin avoir un concurrent digne de ce nom. On va voir tout ça ensemble. Big Rusty, c'est parti, générique. Soit. Est-ce que l'UFC peut trembler, Big Rusty? C'est la grande question, et Don Davis, le big boss du PFL, est très présent dans The MMA Hour, avait notamment évoqué le changement de position de Dana White, hein, qui expliquait que ça avait été toujours très respectueux, mais c'est vrai que depuis quelques mois, Dana White est un petit peu plus véhément, parce que selon lui, ça y est, Dana White, il commençait à sentir, hein, lentement mais sûrement, la présence du PFL comme concurrent sérieux. Est-ce que toi, avec l'acquisition du Bellator par le PFL, là, on a véritablement un vrai concurrent à l'UFC où ça reste quand même léger? En vrai, je sais pas ce que t'en penses, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, ça change pas grand-chose en fait. Déjà, mais non, mais non, mais c'est vrai. En vrai, parce que ne serait-ce que je suis allé, parce que tu sais, dans l'interview à Karel Elwani, Don Davis dit, il sort la statistique. Don Davis, il sort la statistique que 30%, enfin ils ont genre 30% des combattants. C'est ça, qui sont ils dans ont le top 30% 25, des combattants du top 25 selon Fight Matrix, et c'est exactement le même nombre que l'UFC. Sauf que du côté du PFL et Bellator, vous avez plutôt regardé de la position 30 à la numéro, on va dire 23, et de l'UFC, vous allez regarder de la position 1 à la position 7, grosso modo. Voilà, mais c'est une stat qui est stylée à sortir après, comme c'est un peu ça, plus si tu la regardes vite fait, quoi. Voilà. Mais le truc, c'est... Et ça, et le moment où il dit que Dana White parle de plus en plus du PFL, c'est surtout parce que les journalistes lui posent de plus en plus de questions dessus, hein. Je suis pas sûr que Dana White, il ait forcément envie d'en parler plus que ça. Mais donc, tout ça en même temps, plus j'ai été regarder les classements, les rankings, les classements du Bellator dans chaque catégorie, et ça reste quand même léger. C'est-à-dire que même là, même en ayant acquis le PFL, le Bellator, et le PFL a déjà prévu de faire des combats champion contre champion en début d'année 2024, et ça va être cool, mais c'est pas non plus comme si les champions de chaque catégorie, on se dit, à part peut-être Johnny Eblen en middleweight, où on se disait, c'est le futur, c'est les gars qui pourraient exploser peut-être les champions UFC. Et même parmi les contenders ensuite, disons les 5-10 premiers dans chaque classement du Bellator, il n'y a pas cette sensation de ah oui, c'est une grosse menace pour l'UFC parce que même sportivement, c'est là où il y a les plus gros prospects, c'est là où il y a les meilleurs, c'est là où... Donc en fait, sportivement et sur le côté com et sur le côté l'image du Bellator, je sais pas si le PFL fait un achat qui peut radicalement changer la donne en fait. Parce que finalement, déjà, je sais pas si tu as vu, alors moi je suis pas le plus calé sur tout ce qui est finance, sur tout ce qui est tout ça, mais déjà, ils ne l'ont pas racheté à proprement parler en fait, le Bellator. Il n'y a pas eu d'échange de cash, il n'y a pas eu le PFL qui donne une somme d'argent au Bellator pour le racheter. Et la manière dont ça s'est fait, c'est qu'en gros, le Bellator, ils ont acheté, en gros, ça se fait par stock. Et du coup, le Bellator sera propriétaire minoritaire, enfin minority owner du PFL, si j'ai bien compris. Et donc, en gros, ils n'ont même pas eu à débourser un centime, en fait, le PFL. Et j'écoutais une émission là-dessus, là, il y a quelques minutes. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est donc que, déjà, évidemment, il n'était pas profitable, le Bellator. Mais après, il n'y a que l'UFC qui est profitable parmi les organisations de MMA dans le monde. Mais ça veut donc dire que vraiment, il y avait, ça ne valait pas grand-chose en fait. Évidemment, ça ne valait probablement pas les 500 millions qui étaient annoncés il y a quelques semaines, quelques mois, mais pour que ce soit acheté pour littéralement, en termes d'échange monétaire, $0,
ça veut vraiment dire qu'il n'y avait pas beaucoup de valeur perçue. Et puis, c'était dans l'émission de MMA Fighting, je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin, c'était dans l'émission qui avec Jed Meshoul, Sean Al-Shatti, etc. Et en gros, il disait, bah, mais en même temps normal, dans le sens où, comme ça fait déjà depuis des mois qu'ils annoncent que c'est bientôt la fin, qu'ils annoncent que bon bah, enfin que tout part à volo, etc. En gros, tu annonces au monde que c'est de toute façon terminé et que toi-même tu ne crois plus vraiment au projet. Bah, c'est clair que personne n'a intérêt à acheter le truc, quoi. C'est comme, et il citait l'exemple en disant, c'est comme si tu arrives sur le bord de la route, tu as un mec qui vend des pommes et il t'annonce, bon, elles sont toutes à 5 $, par contre, elles sont pourries dans 2 heures. Donc, vous prenez tout le cajot ou on fait comment? Et c'est pas con, tu vois, je trouve, comme analogie. Et donc, tout ça pour dire, je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais je sais pas si ça fait une massive différence en vrai, hein. Oh bah, je connais deux trois gars, même pour 5 balles, ils en prendraient deux trois cajots. Bref. Mais alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Avec le Bellator, c'était un. On avait l'impression que la ligue était un petit peu, petit à petit, était en train de décéder lentement mais sûrement. Il y a évidemment John Nash qui a ajouté quelques informations concernant le top 25 et pour préciser que aujourd'hui, Bellator, enfin aujourd'hui Bellator et PFL, on est sur une situation, ils ont seulement 25% du top 25. Mais, et c'est pas un petit mais, là où je me dis que ça peut marcher, Big Rusty, c'est qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de combats qu'on regarde qui marchent ou qu'on un attrait particulier parce que c'est l'UFC. Et je sais pas si aujourd'hui avec le marketing, avec cet achat qui est en train de se passer avec le PFL, on peut avoir la même résonance aujourd'hui. Quand je dis ça, c'est par exemple, tu vois, quand on avait Glover contre Jamal Hill, si ça avait été au Bellator, enfin, tu vois, ça me choquerait Ouais. pas que ce soit Oui, un oui, combat oui. qui soit au Bellator. Il y a beaucoup de combats comme ça, où beaucoup de, enfin, je veux dire, Dricus Duplessis, Sean Strickland, ok, Sean Strickland, il a battu Adesanya, mais c'est pas choquant que ce soit un combat Bellator. Et il y a pas mal de combats comme ça quand vous regardez le calendrier UFC qui, sur le papier, auraient leur place au Bellator ou au PFL. Mais comme il y a le tampon UFC en prime, on se dit, bah, c'est immanquable, c'est évidemment les meilleurs combattants au monde. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis, ils ont, ce move est intéressant parce qu'ils ont sur le papier les ingrédients pour faire en sorte que la ligue devienne vraiment forte. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que le PFL, on faisait que de le dire avec Big Rusty, c'est que le vrai gros problème qu'ils avaient aujourd'hui, c'était un problème de roster. Là, en partie, évidemment, ils arrivent à résoudre ce problème-là parce que, ok, on n'est toujours pas sur des événements qui vont faire que vous allez passer des nuits blanches ou vous allez payer le pay-per-view. Là, c'est 49 $, donc c'est déjà très cher pour l'événement de ce week-end pour le PFL, mais on se rapproche quand même d'une organisation, on arrive à avoir quelques cartes par an, on va y avoir 12 combats et ça va être 12 combats qui sont assez solides avec des combattants qui sont intéressants. Aussi, moi ce que je note, c'est que ils ne veulent pas pour l'instant en tout cas complètement tuer le Bellator. C'est juste ça où je comprends le Ouais, move en termes de partenariat et tout parce que ça leur ouais, c'est permet ça. de maintenir les rentrées d'argent. Quand je dis ça, c'est imaginons les deux ils ont des deals avec Monster. Plutôt qu'il y ait qu'une seule fois Monster qui paye, bah là ils vont continuer d'avoir deux fois Monster qui paye, mais on va être dans une situation où le Bellator va encore plus clamser, ou en tout cas les mecs intéressants du Bellator sont amenés à aller au PFL. Donc t'auras eu, enfin, on va toujours avoir parce que là il y a justement Don Davis, il a partagé un petit peu le plan qu'il avait pour la suite et donc on va avoir la ligue du PFL, les PFL PPV Super Fight, les Challenger Series, PFL International Series, les Bellator et Bellator International Champion Series. Ça fait vraiment beaucoup pour que le fan random s'y retrouve, je trouve. Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah, c'est ça qui va être intéressant, c'est là, ils ont quand même, ils en ont sous le pied le PFL. Et là, vraiment, on parle internationalement parce que tu vois, on pourrait parler de Cédric Doumbé et puis de ce qu'il apporte, mais ça, c'est vraiment français. Sur le marché international, ils ont Jake Paul, ils ont Francis Ngannou. Il y a des gens probablement qui vont vouloir faire la transition entre potentiellement l'UFC à la fin de leur contrat et le PFL. Tu vois, un mec comme Paulo Costa, je pense que là, maintenant, tout de suite, il se tâterait peut-être un peu plus à aller au PFL et à être payé des centaines et des centaines de milliers de dollars. Donc, ils en ont sous le coude, sous le pied, enfin bref. Mais c'est juste que effectivement, là, ça part tellement dans tous les sens que si ça se trouve, le plan est au contraire encore meilleur parce que du coup, tout est vraiment bien organisé, bien quadrillé pour qu'il y ait les trucs locaux, enfin, entre guillemets, nationaux avec les trucs pour les prospects, avec les challengers. Enfin, peut-être que finalement, oui, on a l'impression qu'on va s'y perdre, mais en réalité, c'est que tout est parfaitement jalonné pour que justement tout marche bien et que ce soit pas trop le bordel. Donc ça, on va voir et l'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, effectivement, c'est vrai que ça fait. On a l'impression, en fait, là, avec le PFL, que
Ils ont des sous parce qu'ils ont énormément de rentrées d'argent par leurs investisseurs. Ils ont des idées et des idées qui pour l'instant leur réussissent. Ils arrivent à attirer des talents et des talents qui sont pas juste sportifs, mais aussi des talents du coup avec une image vraiment, enfin, qui va au-delà du sport. Ils ont acquis le Bellator, ils ont 45 brands différentes, 45 ligues différentes. Là, on a l'impression que là, ils mettent tout, genre ils mettent tout, ils prennent tout, on veut tout. Et après, on va voir et on organise tout ça, mais d'abord, on veut tout. Et du coup, j'attends de voir comment ça va se décanter dans l'année qui vient, en fait. Ouais, et même chose Big Rusty. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont évoqué, enfin en tout cas, ils ont annoncé 30 événements pour l'année prochaine, donc pour 2023. Donc c'est vrai que là, ça permet de remplir un petit peu ce calendrier, et c'est là que c'est intéressant d'avoir le roster qu'ils ont. Mais maintenant, évidemment, moi je suis exactement comme toi, j'attends qu'ils signent d'autres athlètes, parce que là, c'est toujours pas ça en termes de pay-per-view. Ils ont aussi expliqué hein, que cette branche de pay-per-view, ils ont parlé de Francis, pour notamment Don Davis qui a dit que pour Francis, là aujourd'hui l'adversaire le plus probable c'était Deontay Wilder avec des règles mixtes, donc ni MMA ni boxe, et qu'en gros les autres options qu'ils avaient donc actuellement au PFL qui n'étaient pas les plus bandantes très clairement, bah pour l'instant pour eux ça le faisait pas, et c'est pour ça qu'il a évoqué un retour de Francis soit premier trimestre 2024, soit dernier trimestre 2024, parce qu'il veut justement pas forcer telle ou telle option et être dans une situation où ça peut être le plus intéressant. Et Jake Paul de son côté lui fera ses débuts au PFL dernier trimestre 2024, parce qu'il a expliqué qu'il lui fallait 1 an à Jake Paul pour être prêt en MMA. Donc voilà, aujourd'hui à mon avis il va falloir d'autres signatures, mais on est aussi dans... Et c'est pour ça que pour moi le marketing est vraiment très important, en tout cas la communication, la manière de communiquer autour des athlètes, du développement des athlètes, hein, parce que si Sean O'Malley est devenu une star, c'est parce qu'aussi il y a eu l'appui de l'UFC, mais tu vois, aujourd'hui, le move qu'ont fait le PFL, pour moi, ils en avaient besoin. Et tu vois, même si aujourd'hui, le PFL rachète le One, t'as pas de stars qui te permettent directement d'être en compétition avec l'UFC. C'est pour avoir des stars qui sont comme l'UFC, il faut réussir à les fabriquer. Aujourd'hui, la seule ligue qui peut faire ça, c'est l'UFC. Et aujourd'hui, le PFL, ils sont, en tout cas sur le papier, je trouve, moi, en train de réunir les ingrédients pour pouvoir peut-être avoir cette capacité à fabriquer des stars. Mais si même le plan, tu vois, c'est toujours de se dire, comme tu as dit, c'est une bonne stratégie, hein, mais se dire on attend de faire venir Paulo Costa, de prendre Nate Diaz, ou de prendre uniquement des anciennes stars de l'UFC, je pense que durablement, ça va jamais faire d'eux des compétiteurs, des vrais compétiteurs concurrents de l'UFC, en tout cas une ligue qui va dépasser l'UFC, parce qu'ils vont être à chaque fois obligés d'attendre que l'UFC se dise bah ce mec là on le laisse partir, parce que j'en rappelle avec Biosty, on en parle souvent, la clause de l'UFC quand vous êtes en fin de contrat, où en gros ils peuvent pendant 1 an égaler n'importe quelle offre. Donc tous les mecs qui partent de l'UFC, c'est parce que l'UFC n'a pas voulu ne voulait pas vraiment les conserver, qu'en gros, quand Francis il faisait toutes ces demandes, l'UFC aurait pu, mais ils se sont dit, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ils ont jugé que non. Aujourd'hui, Francis est au PFL ou fait de la boxe, mais en tout cas, l'UFC aurait eu la possibilité d'égaler tout ça. Ils ont préféré, enfin financièrement, ils se sont dit qu'ils ne s'y retrouvaient pas. Donc c'est là où moi je trouve que c'est à mon sens le plus important pour le PFL, et c'est pour ça que pour l'instant, on ne voit pas que ça fonctionne évidemment, mais tout ce qui est PFL Europe et tout ça, c'est important pour moi dans le sens, dans 2-3 ans, où est-ce qu'on va être avec Cédric Doumbé? Est-ce que Cédric Doumbé, c'est une star mondiale, et est-ce qu'on pourra se dire, bah, effectivement, tout le travail qu'a fait le PFL, ça a payé, et de se dire, ils vont réussir à faire émerger de véritables superstars, comme le fait l'UFC, parce que c'est là que pour moi, t'as l'oseille, parce que tu signes le mec à des contrats qui sont pas énormes, et à la fin, t'en fais un gars qui va apporter beaucoup de gens pour ton organisation, alors que quand tu signes un gars, là justement Don Davis en parlait, tu veux signer un Nate Diaz aujourd'hui, il lui propose 15 millions à Nate Diaz, et c'est pas comme si le mec allait accepter directement. Donc tu surpayes les gars pour qu'ils viennent dans ta ligue. Ouais, et c'est vrai que pour ce problème d'avoir une star et d'avoir des stars en particulier, c'est vrai que c'est chaud parce que le PFL en soi, là, c'est vrai que je ne vois aucune star. Et en fait, quand on dit star, c'est des gars qui déjà ont quelque chose en termes de com, en plus d'être sportivement intéressants, parce que des gars sportivement intéressants, ils en ont. Mais déjà, tu vois, là, tout de suite, tu me dis PFL, je pense pas à. Tu vois, par exemple, Bellator, j'ai pensé à un Johnny Eblen, 14-0, le mec est invaincu. Tu te dis, mais où est sa limite? Là, au PFL, j'en ai pas qui me vient tout de suite. Peut-être que c'est que moi et mon inculture, parce qu'on parle des Sadiboussi, on parle des. Enfin, il y en a, mais il n'y a pas de gars où on se dit, ce gars-là, qu'est-ce que ça donnerait à l'UFC parce qu'il éclate tout le monde là où il est.
Et au Bellator, tu vois, il y en a eu, ils ont essayé. Il y a eu Aaron Pico, mais bah, sauf que voilà, il s'est pris les pieds dans le tapis direct, ça n'a pas marché, etc. Ils ont eu des stars qu'ils ont essayé de faire monter. Il y a Roslav Amosov, mais bon, bah, il vient de perdre aussi. Là, il n'y a plus que Johnny Eblen, j'ai l'impression, où le mec n'a pas eu de défaite au Bellator ou quoi, et on se dit, ah ouais, donc ce gars-là, jusqu'où peut-il aller? Pour l'instant, personne ne le touche, parce que c'est le cas de Johnny Eblen. Et c'est là que c'est effectivement c'est dur. Le Bellator, on a l'impression que toute leur vie, donc pendant leurs 15 années d'existence, ils ont joué de malchance. Mais ça, on l'avait dit plusieurs fois. Mais parfois, tu as vraiment l'impression que c'est des histoires de chance. Alors, il doit y avoir autre chose, bien sûr. Mais ben, Ousmane Nurmagomedov, tu vois, bah là, il est bien. C'est le cousin de Khabib. Grosse hype. Hop, il pop pour un test antidopage. C'est classique Bellator, j'ai envie de dire. Donc effectivement, c'est ça qu'il faudrait qu'ils arrivent à faire le PFL. Et en plus, là où c'est chaud, c'est est-ce qu'ils peuvent faire ça et faire monter quelqu'un comme là Johnny Eblen, mais comme ça peut être des gars à l'UFC, avec un format comme ils ont là, tu vois, un format de playoff et tout. Même ça, c'est pas facile. Ouais, et effectivement, mais aussi, c'est pas facile, mais au moins tu te dis qu'en un an, tu peux réussir à avoir, à faire émerger une star, ou en tout cas tel ou tel combattant. Le Bellator a réussi, comme tu as dit, parce qu'il y a aussi AJ McKee, Michael Chandler, Eddie Alvarez. Par le passé, ils ont réussi à créer des gars qui étaient vraiment intéressants, et comme tu l'as dit aujourd'hui, il y a Eblen qui peut être intéressant, et puis il y avait Amosov là qui a perdu le week-end dernier malheureusement, mais ils ont réussi par le passé. Et pour moi, le PFL, le succès passera par là. S'ils arrivent à prendre des gars qui sont des petits jeunes, et même si tu les surpayes, mais tu vois, t'as un phénomène de la lutte, il va directement au PFL, et ensuite l'organisation arrive à le faire grandir, là on aura un vrai concurrent de l'UFC, on pourra se dire, ok, là ça y est, c'est parti, ça devient vraiment intéressant. Mais s'ils se contentent de faire, et c'est pour ça, à mon sens, qu'aujourd'hui le format playoff il marchait pas vraiment, parce que les Olivier Aubin-Mercier, les mecs comme ça, qu'on avait déjà vu perdre à l'UFC, sont arrivés au PFL, bah forcément tu te dis, bah c'est pas le même niveau, donc même s'ils gagnent $1 million là, on l'a déjà vu perdre à l'UFC. Donc affaire à suivre de ce côté-là, intéressant d'avoir les véritables montants, parce que c'est vrai que pour l'instant tout est assez obscur, et puis affaire à suivre Big Rusty. Ciao, mon sweet pea. Sweet protein, moins 30% sur tout my sweet protein avec le code la sueur, moins 30% sur tout my sweet protein avec le code la sueur. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, bah juste tant qu'on y est aussi de dire oui, que suivre les mondiaux amateurs Cocorico de MMA, Cocorico, et donc tout ça c'est à retrouver. Bah, je pense que ce sera du coup mis à jour régulièrement sur Twitter, notamment. Sur Twitter, sur X, je crois. Beaucoup de Français, donc n'hésitez pas à les encourager. Également, nos amis belges que l'on salue. Ça, on en avait déjà parlé l'année dernière des mondiaux et on avait suivi ça, mais un peu plus de loin. Mais c'est vrai que là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une hype particulière. Au-delà même du fait qu'il y a des gros noms comme Paul Denis Navarro, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a une hype particulière. Ou à Birora, il y a un truc qui se passe là, avec le contingent francophone et en tout cas français aux mondiaux amateurs. Exactement. Et la grosse équipe est de sortie, Big Rusty. Également, ciao. Ciao. Ah, holy moly, la révolution des boissons énergisantes, les gars, c'est en poudre, c'est made in Allemagne, c'est bien plus écolo que les boissons habituelles. Big Rusty n'a rien sur lui, mais ne vous inquiétez pas, ce sont des boissons de réhydratation, des boissons énergisantes et des thés Maintenant, glacés. j'en prends à chaque entraînement, de toute façon. Ah bah voilà, bah regardez ce qui est devenu grâce à Oli. Donc avec le code LASUR5, vous avez moins 5 € sur votre première commande, et LASUR10, moins 10% sur vos commandes récurrentes sur Oli. C'est en description. See ya.